Bismillahirrahmanirrahim. On conclut notre cours concernant les rétrécissements aortiques. Nous sommes arrêtés à fois passer à l'écho-doppler cardiaque qui était l'examen clé. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant ce dernier. Avant de conclure ce cours, on va voir d'autres examens paracliniques, le diagnostic différentiel et dernièrement la prise en charge ou le traitement de ces rétrécissements. Pour les gens qui viennent juste de nous suivre, vous allez retrouver tous ces supports dans la description. Abonnez-vous toujours si vous n'êtes pas encore. Maximisez vos partages au maximum et on finira notre cours. Donc, avant, ou bien les autres examens paracliniques que vous pouvez utiliser dans votre diagnostic, donc un cathétérisme ou bien de l'artério ou bien l'angiographie. Mais cet examen, donc qui est invasif depuis l'avènement de l'écho-doppler cardiaque, qui a été l'examen clé avec triple intérêt diagnostic, pronostic et sévérité. J'espère que vous avez noté ça dès la partie précédente. Donc cette angiographie ou bien c'est ce cathétérisme, il n'est pas utilisé, il est de moins en moins utilisé. C'est un examen invasif, c'est un examen coûteux, il n'est pas utilisé, il n'est plus plutôt indispensable au diagnostic. Mais il a ses indications, notez-vous bien, en cas de discordance entre les données cliniques et l'échocardiographie. Donc toujours, vous êtes en train de citer que c'est l'écho-cœur, ou bien c'est l'échocardiographie, l'écho-doppler qui est l'examen clé devant toute valvulopathie. Mais dans certains des cas, on peut avoir le recours à l'échographie transœsophagienne, l'ETO, en cas d'endocardite. J'espère que vous avez noté ça la fois passée. Ou dans certains des cas, malheureusement, on doit faire le recours à cet examen qui est invasif, c'est le cathétérisme en cas de discordance entre la clinique et l'écho-cœur. Ou bien, dans certains des cas, d'autres cas, en cas d'impossibilité de quantifier la sténose aortique à l'écho-doppler cardiaque. Donc, ce qui est à retenir, donc si on vous pose la question, quel est l'examen clé, ça c'est le but de la partie paraclinique, c'est l'écho-doppler avec des triples intérêts. J'espère que vous allez les citer. D'autres intérêts de l'angiographie ou bien du cathétérisme, c'est la polyvalvulopathie. Lorsqu'un patient a de multiples valvulopathies, soit sténose en cas de rhumatisme articulaire aigu, ça on avait parlé dans la NAPAT, ou bien de cause bactérienne, c'est le cas de l'endocardite infectieuse qu'on va voir au cours de ce chapitre. D'autres indications du cathétérisme, c'est en plus de pratiquer une coronarographie en même temps, donc si vous allez pratiquer une coronarographie, faire votre cathétérisme, rechercher les lésions coronaires, donc chez les patients qui ont plus de 40 ans, en cas d'angor, ou bien la présence des facteurs de risque cardiovasculaire, là, on va trouver l'indication de ce cathétérisme. Les résultats, on a deux résultats hémodynamiques et angiographiques. Donc pour les résultats hémodynamiques, ça on avait parlé dans l'écho-cœur. Donc vous avez noté un gradient de la pression systolique maximum supérieur à 80 mm mercure en cas de rétrécissement aortique serré, avec un débit cardiaque bien sûr qui est conservé. Et vous allez noter quoi? Une surface aortique fonctionnelle réduite, donc inférieure à 1 cm². J'espère que vous avez cité ça la fois passée. Ou bien 0,6 cm divisé par la surface corporelle par mètre carré en cas de patient qui est obèse. Un patient qui pèse 50 kg, c'est pas le même cas comme un patient qui pèse plutôt 100. Donc ce dernier, le patient qui pèse 100 kg, il nécessitera un débit cardiaque qui est plus élevé. Donc on va faire le recours à l'indice de masse corporelle. Donc on va citer 0,6 cm² divisé par mètre carré de la surface corporelle. Ça, inférieur à cette valeur, on dira qu'il s'agit d'une insuffisance ou bien d'un rétrécissement aortique. Deuxièmement, l'angiographie. Donc ça c'est du cathétérisme. Pour l'angiographie, donc l'aortographie sus-sigmoïdienne, elle va refléter quoi? Donc la dilatation post-sténotique de l'aorte ascendante. C'est ce qu'on avait vu comme bouton aortique dans la radiographie thorax. Donc ce qu'on avait vu dans le téléthorax, le bouton aortique qui est là augmenté, il va être reflété dans l'angiographie, mais restera un examen invasif. Aussi, la ventriculographie gauche, elle va vous montrer des sigmoïdes aortiques qui sont épaissés, qui vont dessiner une dôme systolique, d'où par un jet de percuste, ou bien un jet qui va percuter l'aorte ascendante.
Donc ça, on avait parlé dans l'anatomopathologie. Donc une lésion au niveau de la valve, altération du flux sanguin en aval de cette valve aortique et qui va léser, qui va donner des lésions au niveau de bouton aortique et ça va donner l'aspect de la dôme systolique. Aussi, vous pouvez noter une hypertrophie de la paroi du ventricule gauche et bien sûr, calculer et apprécier la fraction d'éjection ventriculaire gauche toujours. La FEVG, elle a un intérêt pronostique toujours dans la valvulopathie. Donc, l'enjeu ou bien le cathétérisme, l'angiographie, donc ils sont indiqués en cas de polyvalvulopathie, en cas de difficulté de diagnostic, en cas de mauvaise perception au cours de l'écho-Doppler qui restera, je répète, l'examen clé au cours de rétrécissement aortique. Avant de conclure ce cours, on va voir quelques diagnostics différentiels, donc ils sont à éliminer avant de poser le diagnostic d'un rétrécissement aortique. Premièrement, les pathologies congénitales. Donc on peut citer comme diagnostic différentiel un rétrécissement aortique sous-valvulaire en diaphragme, qui est une malformation congénitale qui est rare. Elle réalise la maladie aortique mais sans clic protosystolique. On avait parlé de ça dans les critères de gravité. Ni de calcification valvulaire avec, à noter, la conservation de B2 aortique. C'est pour cela qu'on a insisté la fois passée. On avait insisté sur les critères du souffle, les critères associés avec les bruits que vous allez noter, je répète les signes auscultatoires. Et l'écho-cœur qui est l'examen clé, donc il va confirmer ce diagnostic. Donc il va visualiser quoi? Ça c'est à retenir. Un éperon sous-aortique avec une ouverture sigmoïde qui restera normale. Donc si on vous pose la question chez un patient où on avait pratiqué, donc un écho-Doppler, on avait vu un éperon, notez-vous bien ce terme-là, sous-aortique. Donc il ne s'agit pas dans ce dernier cas d'un rétrécissement aortique, il s'agit d'un rétrécissement qui est malformatif, donc c'est pas sténotique, donc ni rhumatismal articulaire, ni d'origine endocardique. Donc il s'agit là d'une pathologie qui est malformative. D'autres diagnostics différentiels, c'est les cardiomyopathies hypertrophiques, les CMH. On a un chapitre sur ces cardiomyopathies. Dans ces dernières, qu'est-ce que vous allez noter? Donc, vous allez noter une sémiologie clinique qui restera proche au rétrécissement aortique. Mais là, c'est le terrain. L'âge, c'est plus jeune du patient. Je répète, le rhumatisme articulaire ou bien le rétrécissement aortique survient souvent chez des patients qui sont âgés, plus de 40, plus de 50 ans. Ça, on avait parlé au début de ce cours. Donc là, ce sont des patients plus jeunes. Le terrain et le CG va permettre souvent d'orienter le diagnostic avec une hypertrophie ventriculaire ou bien d'une cardiomyopathie qui est hypertrophique. Le diagnostic, il restera difficile devant une CMH du sujet âgé, avec ou sans HTA, en cas de rétrécissement aortique qui est associé à de la CMH. Ça va poser un problème diagnostique. Et je répète toujours, c'est l'écho-cœur. L'échocardiographie va permettre en général de préciser le diagnostic. Donc, ce qui est à retenir de ce cours d'examen clinique et paraclinique, c'est l'écho-cœur qui restera l'examen de choix. Il va permettre de mettre en évidence un gradient hémodynamique intraventriculaire. Et là, vous allez poser le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique. D'autres diagnostics différentiels, c'est les souffles systoliques en écharpe, qui est rencontré chez les sujets âgés. Donc là, vous allez noter l'absence de l'hypertrophie ventriculaire gauche à l'ECG, sauf en cas d'HTA ancienne. Seulement, je répète, l'écho-cœur, donc le terme qui est en train de se répéter, c'est l'échocardiographie qui va éliminer de façon formelle une sténose aortique. D'autres diagnostics différentiels, ça on a vu dans l'insuffisance mitrale. Donc, c'est le prolapsus de la valve mitrale. Le problème se pose dans ce dernier cas chez les sujets âgés. L'association à des calcifications annulaires mitrales, elle est fréquente. Et bien sûr, toujours le terme qui est en train de se répéter, là j'espère que vous allez noter, l'échocardiographie fait le diagnostic. Dernièrement, et on a un cours sur ça, c'est le rétrécissement pulmonaire. Donc, le diagnostic, toujours, il se fait par l'échocardiographie. Donc, à éliminer toute pathologie malformative, cardiomyopathie dilatée, on a un chapitre sur ça. Le prolapsus mitral, on avait vu ça avec détail
dans l'insuffisance mitrale et dernièrement la pathologie pulmonaire. Et on a un cours sur l'HTAP, sur l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, dernier titre, l'évolution et le traitement. Et comme on avait dit au début, le rétrécissement aortique peut rester asymptomatique pendant plusieurs années grâce, je répète, au mécanisme compensateur. Vous pouvez consulter la partie physiopathe. On avait parlé de ça. Avec un débit cardiaque conservé, c'est en cas de défaillance de ce débit cardiaque, on va noter, faites attention malheureusement, les signes ou bien la symptomatologie. Donc l'apparition des signes fonctionnels est un indice malheureusement de mauvais pronostic. Un patient qui souffre d'une valvulopathie ou bien d'un rétrécissement aortique et qui est en train de devenir symptomatique, malheureusement, stade évolué, mauvais pronostic. J'espère que vous allez noter ça. Donc on estime en moyenne de survie spontanée, donc 5 ans quand l'apparition du syncope d'effort, malheureusement. Donc on avait parlé de ça. L'apparition du syncope d'effort, c'est parmi les critères de gravité. 4 ans en cas d'angor d'effort. Et malheureusement, moins de 2 ans pour l'insuffisance cardiaque gauche qui est un stade terminal. Et dernièrement, un patient il a une espérance de survie qui est presque de 6 mois à 1 an en cas d'insuffisance cardiaque globale. Donc syncope d'effort, 5 ans. Angor d'effort, 4 ans de survie. Moins de 2 ans en cas d'insuffisance cardiaque. On va voir ça dans le deuxième chapitre. Et malheureusement, 6 à 1 an en cas d'insuffisance cardiaque globale. Les complications sont mort subite dans 20% des cas, malheureusement en cas de rétrécissement aortique serré. D'autres complications, si on vous pose la question, c'est l'endocardite infectieuse, l'insuffisance cardiaque gauche puis globale, troubles de rythme, surtout les fibrillations auriculaires, on avait parlé de ça aux démarches de secours. Cette dernière, elle est mal tolérée, elle ampute le débit cardiaque de 20%. Troubles de conduction, surtout le BAV, si on vous pose la question, quelles sont les complications au cours d'un rétrécissement aortique, donc ils sont multiples, mort subite, endocardite, les insuffisances cardiaques gauche puis globale, troubles du rythme, troubles de conduction, un infarctus du myocarde, on va voir ça dans le syndrome coronarien, une embolie calcaire systémique et dans certains des cas une hyperexcitabilité ventriculaire, mais heureusement qui restera rare. Donc vous voyez, un patient qui est en train de devenir symptomatique, malheureusement, là, le taux de moyen de survie, il va diminuer et les complications, là, ils sont présentes de forte probabilité. Dernièrement, traitement de ce rétrécissement aortique. Donc, on a deux modalités de traitement, un traitement médical et un traitement chirurgical. Donc, un traitement médical, en cas de rétrécissement aortique qui est modéré, donc évitez l'effort physique, important. Faites votre prophylaxie de l'endocardite infectieuse et on va voir ça avec détail. Prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu, c'est le rhumatisme ou bien c'est le RAO d'origine rhumatismale. Vous pouvez consulter la partie anatomopathologie de ce cours qui est la plus importante pour plus d'informations. Et en cas d'un rétrécissement aortique serré, donc là, traitez les complications malheureusement. Un repos au lit et en cas d'insuffisance cardiaque, on va voir ça. Donc un régime hyposodé, les diurétiques, on va voir ça dans les antihypertenseurs ou bien dans le deuxième chapitre de la thérapeutique, on va voir les diurétiques. Dernièrement, le traitement chirurgical. Donc tout patient, ça c'est à retenir par cœur, tout patient porteur d'une sténose aortique serrée avec symptomatologie à l'effort, faites attention, il doit être opéré. Je répète cette phrase-là, elle est à retenir. Tout patient qui est porteur de sténose aortique serrée avec une symptomatologie, donc un stade avancé, il doit être opéré. Le traitement là, donc ce que vous voyez à droite dans l'illustration, un remplacement valvulaire aortique sous circulation extracorporelle et on a deux prothèses. On a un cours sur ça, sur les deux prothèses. Bien sûr, on a des prothèses mécaniques, ce que vous voyez dans l'illustration. Donc les prothèses mécaniques à double ailette. Donc ça c'est l'exemple. L'avantage c'est la durabilité. L'inconvénient nécessite un traitement anticoagulant à vie. Ça on avait dit dans les pathologies mitrales. Ou bien par bioprothèse. Donc là voilà, une bioprothèse porcine. Donc hétérogreffe porcine ou bien hétérogreffe qui est péricardiaque. L'avantage là c'est l'absence
de traitement anticoagulant. Les inconvénients, risque de dégénérescence, on va revoir ça dans le cours surveillance des porteurs des valves, et elle est indiquée chez les sujets âgés. Donc, sujet jeune, toujours favoriser les prothèses mécaniques. Un seul inconvénient là, c'est le traitement anticoagulant à vie. On a un cours sur les coagulopathies ou bien sur les thromboses veineuses. Donc, parmi les causes, c'est la mauvaise observance au traitement anticoagulant et un patient qui est, faites attention, âgé, un patient qui ne nécessite pas, ou bien on veut diminuer le taux de ces anticoagulants par interaction médicamenteuse. L'indication là, c'est la valve porcine ou bien la bioprothèse. Dernièrement, troisièmement, c'est l'homogreffe aortique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une dilatation aortique. Donc, là, voilà ce que vous voyez dans l'illustration. Donc, on peut faire une dilatation aortique percutanée qui est indiquée par une prothèse aortique par voie percutanée en cas de patient qui est inopérable. Donc, l'indication là, si on vous pose la question, c'est un traitement chirurgical, mais si ce patient-là, il est non opérable, on peut avoir le recours à la dilatation percutanée, un pontage aorto-coronarien en cas de sténose coronaire serrée associée, une correction des autres lésions valvulaires, ou bien, dans certains des cas, il s'agit de troubles de rythme grave, ou bien de bloc auriculo-ventriculaire. Là, il s'agit d'une indication à une implantation d'un pacemaker. Donc, si on résume le traitement, donc, rétrécissement aortique modéré, traitement médical, c'est le cas, mais faites attention, dès que le patient il va avoir la symptomatologie à l'effort, l'espérance de vie, elle va diminuer. Donc, c'est le traitement chirurgical, soit valve mécanique chez les sujets jeunes, ou bien une valve ou une bioprothèse chez les sujets âgés. D'autres manœuvres qui sont indiquées chez les patients non opérables, on peut citer, si on vous pose la question, la dilatation percutanée, la prothèse aortique aussi par voie percutanée, le pontage et bien sûr la correction des autres valvulopathies et le pacemaker en cas de troubles du rythme. Et on va voir ça dans les troubles du rythme. On a un cours bien détaillé sur ça. Donc ça c'est tout pour les rétrécissements aortiques. Vous voyez la similitude comme traitement dans les valvulopathies. Donc à noter, un patient qui est symptomatique, ça c'est le but de cette partie. Un patient, tout patient qui est symptomatique, qui va devenir symptomatique à l'effort, il doit être opéré. Le meilleur traitement là, c'est le remplacement valvulaire aortique sous circulation extracorporelle. Donc, il ne restera que le cours de l'insuffisance aortique. On va l'aborder prochainement. Toujours du bon courage dans vos préparations. Un maximum de partage comme d'habitude. Je vous remercie pour votre attention et au prochain cours.